Bonjour les STE, sur cette vidéo dans laquelle on va voir la correction de l'exercice numéro 1 concernant la caractéristique du moteur asynchrone triphasé. Alors dans cet exercice vous avez un moteur asynchrone triphasé alimenté par un réseau 50 Hz de tension entre phases 380 volts. Vous avez on a effectué deux essais sur ce moteur, un essai à vide et l'essai en charge. On a mesuré pour chaque essai la puissance absorbée, l'intensité du courant en ligne, la fréquence de rotation. Les enroulements du stateur sont couplés en étoile. La résistance de chaque enroulement c'est 0,75. Les pertes fer sont estimées bien sûr à 130 watts. Quelle est la vitesse de synchronisme NS? Pour chercher la valeur de NS, de la vitesse de synchronisme, normalement la vitesse de synchronisme c'est une valeur, c'est une valeur normalisée, selon bien sûr le type du moteur. Donc, lorsqu'on veut identifier par identification bien sûr, on a ici, vous avez la vitesse en charge, c'est 2880. Ici, la vitesse mesurée à vide 2995. Donc, on peut dire que directement que la vitesse de synchronisme c'est 3000. Tout simplement parce que c'est un moteur, les vitesses de synchronisme sont normalisées. Peut-être 3000. Bien sûr, 3000 si vous, dans le cas d'un moteur bipolaire, ou bien 1500 dans le cas d'un moteur tétrapolaire, selon bien sûr le nombre, ça veut dire 4 pôles, 2 nombres de paires de pôles, ou bien 1000 pour un moteur hexapolaire, ça veut dire 3 paires de pôles, ou bien si 750 tours par minute. Donc les valeurs de la vitesse de synchronisme sont normalisées. Si vous avez, tant que vous avez 2000 les vitesses 2880 et 2995 sont légèrement supérieures à 3000 tours par minute, donc on peut dire que la vitesse de synchronisme directement égale 3000 tours par minute. On déduire le glissement en charge. Tout simplement, le glissement, la relation du glissement, c'est ns moins n sur ns. On va utiliser n si la vitesse, bien sûr, de mesurer en charge. On va trouver une valeur de 0,04. Toujours, on va mettre le glissement en pourcentage, donc 4%. Si on veut vous demander de calculer le glissement en vide, dans ce cas, vous devez utiliser NV. Donc, le glissement à vide égale G0, qui est le glissement à vide égale à NS, moins NV. NV, c'est la vitesse de mesurer à vide. Dans ce cas, vous allez trouver une valeur qui est 0,0017. C'est une valeur qui est très très faible. Donc, c'est pour cela, dans la plupart des cas, on néglige le glissement à vide. On néglige le glissement à vide. Parce que, bien sûr, la différence entre NS et NV, c'est une différence, une très petite valeur. Donc, on peut négliger le glissement à vide. Dans la deuxième question, pour le fonctionnement à vide, calculer les pertes joules au stator. Les pertes joules au stator, bien sûr, tant que le moteur est couplé en étoile. À vide, il est traversé par 3,6. Chaque enroulement a une résistance 0,75. Donc la relation PGS0 égale 3. Vous avez 3 enroulements, chaque enroulement traversé par IV, donc 3R IV au carré. Donc 3 fois 0,75, on va trouver une valeur de 20, qui est égale à 29,16 watts. Justifie que les pertes joules au rotor PGR0 sont négligeables. À vide, toujours à vide, on sait que les pertes joules rotoriques à vide,
PGR0, ça veut dire les pertes géorotoriques à vide égale le glissement à vide G0 fois la puissance transmise au rotor PTR0 qui est égal 0. Pourquoi? Tout simplement parce que G0, qui est le glissement à vide, il est très faible. La question suivante, toujours pour le fonctionnement à vide, on va déterminer les pertes mécaniques. Sachant que le moteur n'entraîne aucune charge, donc là, il n'y a pas de puissance utile du moteur. La puissance utile égale 0, pas de couple. Donc à vide, la puissance absorbée par le moteur à vide P, la puissance PV égale la somme des pertes. Qui sont ces pertes? PGS0, les pertes joules statoriques à vide, les pertes fer statoriques, et les pertes mécaniques et les pertes joules rotoriques à vide. On a déjà démontré dans la question B que les pertes joules rotoriques à vide sont négligeables, donc nulles. Donc on peut directement calculer les pertes mécaniques en faire la soustraction, en faisant bien sûr la soustraction PM égale PV moins PGS0 moins PFS PV égale 360, donc on va trouver une valeur de 201 qui est égale une valeur de 201 watts pour les pertes mécaniques. Pour le fonctionnement en charge, on va calculer les pertes joules au stator et les pertes joules au rotor, sachant que, bien sûr, ce que vous devez retenir, bien sûr, c'est l'arbre de puissance du moteur à 50 triphasé. Toujours, vous faites attention à cet arbre de puissance. La puissance d'entrée égale les pertes joules statoriques plus les pertes fer statoriques plus les pertes fer rotoriques plus les pertes joules rotoriques plus les pertes mécaniques plus la puissance utile. Donc en charge, on doit prendre en considération, bien sûr, pour calculer l'objectif, c'est de calculer PGS, les pertes joules statoriques et les pertes joules rotoriques. Les pertes joules statoriques, en utilisant la relation, soit on utilise la relation 3 sur R2, ou bien on va utiliser le PA moins PFS moins la puissance transmise au rotor. Donc on peut utiliser deux méthodes possibles. Donc les pertes joules statoriques, on peut utiliser la relation directement. PGS égale 3 RI au carré. I, c'est le courant mesuré en charge. R, c'est la résistance d'actionnement. Donc on va trouver une valeur de PGS 147,6 watts. Les pertes joules rotoriques est égal à G fois PTR. G fois PTR, donc on va utiliser G fois PTR avec le glissement G, c'est le glissement en charge, 0,04 fois la valeur de la puissance transmise au rotor. On détermine la puissance transmise au rotor. Bien sûr, on va faire la soustraction P, la puissance absorbée moins PGS moins PFS, qui est égal à cette valeur. Donc on va trouver les pertes joules rotoriques égale 171,3 watts. Calculer la puissance utile et le moment du couple utile. La puissance utile, tout simplement, la puissance utile, c'est la puissance d'entrée, la puissance absorbée, moins la somme des pertes joules statoriques, pertes fer statoriques, pertes joules rotoriques, les pertes mécaniques. Sachant que, bien sûr, les pertes fer rotoriques sont négligeables. Donc, on peut directement trouver que la puissance utile égale 3910,1 watts. Le couple utile, en divisant bien sûr la puissance utile sur le oméga, la vitesse en charge, la vitesse de rotation du rotor en radians par seconde. Donc on a déjà sur le tableau la vitesse en tours par minute. Donc on va faire la transformation. Donc fois 60 sur 2πn. Donc on va trouver le couple utile égale 12,96 Nm. Ça c'est le couple utile, c'est la puissance utile.
Le rendement du moteur égale PU à la P, PU sur P, donc le rendement égale 85%. Donc la quatrième question, le moteur entraîne maintenant une pompe dont le moment du couple résistant TR est proportionnel à la fréquence de rotation et vaut 18 à 3000 tours par minute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la charge, cette pompe qui est entraînée par le moteur, elle présente un couple résistant TR qui se forme d'une droite. Il passe par le point dans les coordonnées 3000 pour la vitesse, tours par minute, et 18 Nm pour le couple. Donc, dans sa partie utile, la caractéristique mécanique du moteur peut être assimilée aussi par une droite. On va travailler sur la partie utile de la droite de la caractéristique mécanique. Déterminer la vitesse de rotation du groupe moteur-pompe. Donc, ce moteur, lorsqu'il entraîne cette charge, à quelle vitesse il va tourner le système groupe moteur et la pompe. Donc, quelle est la vitesse de rotation si le moteur entraîne cette charge? Qu'est-ce qu'on va faire pour déterminer ce point de fonctionnement? Bien sûr, on doit chercher tout d'abord les équations de TR, l'équation du couple résistant et l'équation du couple utile. Tant que le couple résistant, c'est une droite en fonction de la vitesse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer les équations du couple résistant et du couple utile. Donc, tant que le couple résistant, c'est une droite qui passe par l'origine, elle est directement proportionnelle à la vitesse. Et donc, il passe par le point qui passe par le point NS égale 3000. C'est parce que la valeur 3000 tours par minute, c'est la vitesse du synchronisme, et 18 Nm. Donc on peut directement déterminer l'équation de cette droite, de ce couple résistant. Donc c'est une droite qui dépend, donc TR égale à K fois N, c'est comme Y égale à AX. Donc la valeur de K, c'est 18 moins 0 sur 3000 moins 0. Donc, la valeur de K, c'est 6 fois 10 à la puissance moins 3 Nm tour par seconde à la puissance moins 1. Donc, on peut directement déterminer que le couple résistant égale 6 fois 10 à la puissance moins 3 fois N. N en tour par minute. Donc ça, c'est l'équation du couple résistant. Après avoir déterminé l'équation du couple résistant, je dois déterminer l'équation aussi du couple moteur. Le couple moteur, normalement, c'est une droite qui passe aussi par ce point à vide. Bien sûr, à vide, ça c'est la caractéristique du moteur. À vide, le moteur tourne, il n'y a pas de couple utile à la sortie, sur l'arbre du moteur. Donc, lorsque la droite passe par ce point, donc on a besoin de deux points pour déterminer la caractéristique du moteur. Ce point et le point de fonctionnement en charge, la charge précédente qu'on a déjà étudiée sur vous avez déjà sur le tableau les caractéristiques en charge. Donc on peut déterminer deux points. Donc après avoir déterminé l'équation de la charge, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer le point d'intersection avec le couple TR. Donc ce point d'intersection, c'est le point de fonctionnement. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de déterminer. L'objectif de cette question, c'est de déterminer cette vitesse N1. La vitesse N1 de rotation du groupe moteur-pompe, c'est de déterminer cette vitesse N1. Pour déterminer ce point, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit résoudre l'équation. On doit déterminer tout d'abord l'équation de TU
Et on va résoudre l'équation TU égale à TR parce qu'à ce point, TU égale à TR. On a déjà déterminé TR, il suffit de déterminer TU. TU, le couple étude, il dépend aussi de la vitesse. Lorsqu'il dépend de la vitesse, c'est une droite, donc c'est une vitesse, c'est une droite qui s'écrit dans l'équation qui écrit sous la forme AX plus B. Dans ce cas, alpha fois n plus bêta. Alpha fois n plus bêta. Donc on va déterminer alpha. Pour déterminer alpha, alpha à quoi égal? Égal 12,96 moins 0 sur 2880 moins 3000. Donc, ça c'est le point de fonctionnement en charge. On a déjà calculé le couple étude qui est égal à 2, et la vitesse en charge. Le couple en charge et les vitesses en charge, ça c'est un point particulier. Ça c'est un cas particulier qu'on a déjà vu précédemment. Ça c'est un point dans lequel la droite sur le 3000, ce point-là. Donc, alpha égale moins 0,108 Nm tour par seconde à la puissance moins 1. Donc, pour déterminer bêta, il suffit de remplacer par les coordonnées d'un seul point. Vous avez déjà alpha. Donc, à ce point, en remplaçant sur ce point, donc bêta à quoi égale? Le couple égale 0. Donc, 0 moins alpha fois ns, parce que la vitesse égale à ns sur ce point. Donc, on va trouver que bêta égale 324 Nm. 324 Nm. Donc, finalement, on va trouver que le couple étude l'équation de cette droite égale à quoi? Égale moins 0,108 fois la vitesse plus 324. Donc, pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va, pour déterminer la vitesse à ce point, qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre, normalement le point de fonction c'est TU égale à TR. Donc, on va résoudre cette équation. Lorsqu'on pose TU égale à TR, on va trouver que la TU, c'est cette valeur, égale à 0,06 fois n. Donc, la vitesse finalement, la vitesse égale, vous allez trouver la vitesse égale 2840. Donc, si ce moteur entraîne cette charge, il va tourner à une vitesse 2842. 2842 tours par minute. Donc, si vous avez un exercice comme ça, une question comme ça, vous devez déterminer les équations de l'équation de TR, l'équation de TU, et faire résoudre l'équation TU égale à TR. Et voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo. Ciao.